Changer de décoration intérieure comme de manteau a désormais un nom. C'est ce que l'on appelle la fast déco. Aujourd'hui, plus de la moitié des Français achètent ce type de produit plusieurs fois par an et 10% d'entre eux se laissent tenter tous les mois. Encouragés par une industrie qui renouvelle régulièrement ses collections, nous consommons les objets comme les vêtements, de manière impulsive et parce qu'ils sont bon marché. Et comme dans le prêt-à-porter, les réseaux sociaux contribuent à cette frénésie. Hello, bienvenue à la maison, je m'appelle Rachel, vous pouvez me suivre sur mon compte Instagram. Qui sont les acteurs de ce secteur? Comment parviennent-ils à proposer de nouvelles collections aussi rapidement et à des prix si attractifs? De nombreuses enseignes ont accepté de nous ouvrir leurs portes. Nous allons vous faire découvrir l'envers du décor. Mais d'où viennent tous ces objets qui envahissent les réseaux sociaux et les rayons des magasins? Et comment sont-ils fabriqués? À Saint-Martin-de-Crau, dans le sud de la France. Dans ces 45 hectares d'entrepôts, est stockée toute la marchandise de Maisons du Monde. Chaque jour, 70 containers venus du monde entier sont livrés ici. Julien Vigouroux dirige toute cette logistique. On voit ici des armoires qui viennent d'Inde, qui sont en train d'être réceptionnées. À côté, on a des containers de Chine, par exemple. Et donc, tous ces produits, ils ont fait environ 6 semaines de mer, venant des fournisseurs et arrivant finalement au port de Marseille pour être réceptionnés dans nos entrepôts. Près de 90% des produits de la marque sont fabriqués en Asie. Le reste, en Europe. Une stratégie que l'entreprise assume parfaitement. Maisons du Monde s'est construit avec cette notion d'ouverture au monde. Et donc, on allait chercher des fournisseurs un petit peu partout dans le monde avec des matières et des produits qui avaient un côté exotique peut-être. Au fur et à mesure, on a grandi et notre volonté, c'est de toucher le maximum de personnes avec une marque accessible. Et dans ce cadre-là, l'Asie répondait aussi à ce besoin de positionnement prix cohérent par rapport à la qualité de nos produits. La Chine est son principal fournisseur. Mais il y a un autre partenaire qui compte pour l'enseigne. Le Vietnam. L'économie aujourd'hui la plus performante d'Asie. Dans le sud du pays, Ho Chi Minh Ville, l'ancienne Saïgon, est la capitale économique. La marque française y a installé sa propre usine, via une filiale. Ici sont fabriqués 12% de ses produits. Essentiellement les meubles en bois haut de gamme. Guillaume Geoffrey est le responsable de l'usine. C'était intéressant de s'installer au Vietnam quand l'usine a commencé il y a de ça un peu plus d'une dizaine d'années, parce qu'il y a beaucoup de savoir manuel au Vietnam. Par exemple, les femmes qui sont derrière moi, qui sont en train de mettre du canage naturel sur des cadres de porte, c'est un savoir-faire relativement particulier et ça ne peut être fait que manuellement à l'heure actuelle. Et ça serait un travail qui serait plus cher en Europe, effectivement, puisque le coût de la main-d'œuvre est plus cher en Europe. Nombreuses sont les entreprises qui voudraient aussi tirer profit de ce savoir-faire et de cette main-d'œuvre à bas coût. Guillaume Rondan est là pour les aider. Ce Français installé au Vietnam depuis 9 ans est sourceur.
Bonjour. Ravi de vous revoir. Son métier consiste à identifier des fournisseurs vietnamiens pour travailler avec les entrepreneurs étrangers. Ce jour-là, il rend visite à un fabricant de produits tressés. Ça, c'est la structure métallique pour des cache-pots qui vont partir au Danemark. C'est important de venir discuter avec eux de nouvelles collections qui sortent et puis voilà, d'essayer de sonder cette nouvelle production pour la proposer à des clients français et puis européens. Dans cette usine de 180 employés, de nombreuses étapes de la fabrication sont encore exécutées à la main. Est-ce que vous pensez que des machines pourront tresser d'ici quelques années? Tresser comme ça, non, c'est impossible. Il faut tresser de l'intérieur vers l'extérieur de nombreuses fois. Il n'y a pas de machine pour ça. C'est un métier traditionnel du Vietnam, qui existe depuis plusieurs siècles. Avant, nous tressions les paniers pour les familles. Aujourd'hui, c'est un marché très concurrentiel. Nous avons aussi de la concurrence de la Chine et de l'Indonésie. Mais nous, au Vietnam, nous avons l'avantage d'avoir une main-d'œuvre encore moins chère. Ces petites mains sont payées environ 350 € par mois, l'équivalent du salaire moyen vietnamien. Elles arrivent à fabriquer 500 000 cache-pots chaque année. L'essentiel est envoyé en Europe. À droite, vous avez les meubles de jardin et à gauche, les cache-pots. Le principal client de cet industriel est un célèbre discounter allemand. Ça, c'est un nouveau design qu'on a réalisé pour Aldi. C'est du plastique, mais on dirait de la corde. En ce moment, les gens aiment bien les couleurs naturelles. Pour Guillaume, cette entreprise est un bon partenaire potentiel, car ses produits correspondent parfaitement à la tendance actuelle. Je pense que les consommateurs français aujourd'hui cherchent des produits qui font de plus en plus fait main, fait à petite quantité, avec des designs très spécifiques. Et puis justement, les usines ici vont essayer de reproduire et puis de s'adapter à ces tendances-là. Et puis à avoir des produits voilà, où le bois, on voit qu'il a des défauts, des imperfections volontaires. Les couleurs ne sont pas uniformes, qui permettent aux produits d'avoir un petit peu cette image artisanale, même si en fait c'est de la masse production, c'est de la production de masse. Une fois qu'il a identifié un fournisseur fiable, Guillaume peut le mettre en relation avec des entreprises étrangères. Hello Gaëtan, tu vas bien? Ça va? Gaëtan Petrucci est l'un de ses clients. Ce jeune Français a quitté son métier d'ingénieur pour créer sa propre marque d'ameublement. Il est sur le point de lancer son site de vente en ligne. C'est ça le produit. Ce jour-là, il découvre les prototypes de sa première collection. Et ça fonctionne nickel. Et voilà. C'est même plus joli que ce à quoi je m'attendais, donc c'est top. Il y a juste ce problème de pied à régler sur la table. Les pieds tanguent un petit peu, donc on va essayer de remettre un peu plus d'épaisseur là-dessus pour lancer la production. Ça va aller. Pour commencer, Gaëtan ne prévoit d'acheter que quelques dizaines de produits. Ça, c'est nickel, rien à dire. Une petite commande qu'il ne pouvait réaliser qu'au Vietnam. Au Vietnam, en fait, c'est intéressant parce que le billet d'entrée pour passer une première commande est peut-être moins élevé qu'en Chine. En Chine, c'est beaucoup des énormes usines qui pour les minimums, pour les commandes minimum, vont demander 15 conteneurs. Ici, au Vietnam, on arrive à trouver des petites usines qui acceptent d'honorer des commandes d'un seul conteneur. Donc, c'est top pour se lancer, pour voir un petit peu si les produits vont plaire, etc. Cette table Made in Vietnam sera vendue environ 800 €, contre au moins 2000 € si Gaëtan avait opté pour une fabrication française. Mais l'entrepreneur n'est pas encore arrivé au bout de ses surprises. Au moment de découvrir le prototype de la commode, c'est la douche froide. C'est bon ou pas? Non. Non? Ah ouais? C'est quoi qui va pas? Ici, il y avait une fermeture. Bon, là, il n'y est pas. Il va falloir corriger.
En fait, là, c'est fermé. Normalement, les portes sont à l'intérieur. Si tu veux, là, cette partie-là, elle continue et les portes sont à l'intérieur, donc c'est en décalé. Et puis, c'est biseauté sur le haut. Les finitions ne correspondent pas du tout à ce que l'entrepreneur avait prévu. Alors, c'est la déception ou pas? Un peu, mais bon, c'est normal. C'est normal. S'ils avaient fait bien du premier coup, j'aurais été surpris, en fait. L'anglais, c'est pas une langue qui est très bien parlée ici. C'est le plus gros obstacle. Je pensais m'être fait comprendre et en fait, ils ont mal compris. Et donc, le résultat n'est pas celui escompté. Mais Gaëtan n'en a pas encore fini avec cette commode. Il veut aussi tester sa solidité. Ben nickel. L'idée avec la société, c'est de faire des meubles qui sont solides. Donc, on les maltraite un petit peu pour les tester, quoi. Voilà. Pour ces meubles, Gaëtan a opté pour une essence locale, du bois d'acacia. C'est un bois qui est très propice à la fabrication de meubles parce qu'il a des propriétés de solidité assez intéressantes qui sont comparables à celles du chêne, avec un prix qui est plus raisonnable. Donc, ça permet de proposer des produits à des prix plus intéressants pour les acquéreurs. Le chef d'entreprise pourra proposer cette commode autour de 800 €. 20 à 30% moins cher que si elle avait été en chêne. Bien qu'il ne pousse pas dans cette région du monde, le chêne se retrouve pourtant dans de nombreux meubles fabriqués au Vietnam. Là, en bas, c'est le minibar. En haut, c'est pour la télé. Comme ce buffet destiné à un client français. C'est du bois qui vient des États-Unis, du chêne, donc importé au Vietnam depuis les États-Unis et revendu sur le marché français. Ça fait beaucoup d'allers-retours. Pour les meubles de qualité supérieure, les clients préfèrent du bois importé, car le bois sera mieux adapté à leur environnement. Alors que le bois vietnamien, qui est plus humide, risque de travailler avec le temps. 2/3 du bois utilisé au Vietnam est importé d'Europe ou des États-Unis. Notre déco traverse donc plusieurs fois la planète. Une aberration écologique. L'équipement d'un foyer représenterait jusqu'à 25% de ses émissions de CO2. Et selon Émilie Spiesser, de l'Agence de la transition écologique, il n'y a pas que le transport qui a des conséquences sur l'environnement. Il est important d'avoir une approche cycle de vie du produit, c'est-à-dire de regarder les impacts d'un produit, finalement de l'extraction des matières premières qui vont composer ce produit jusqu'à la fin de vie du produit, en passant par sa fabrication, son transport, sa commercialisation, son utilisation et sa fin de vie. Contrairement aux idées reçues, finalement, ce n'est pas le transport qui va avoir le plus de poids d'un point de vue environnemental. C'est vraiment les matériaux utilisés et le process de fabrication. Ça, c'est certain, et le renouvellement trop fréquent est également fortement néfaste pour l'environnement. Puisque renouveler, c'est toujours acheter des produits qui viennent d'être fabriqués avec de la matière première vierge. Et donc, du coup, ça a de forts impacts sur l'environnement.